5 juin 1944, 21h30. 13 348 hommes de 2 divisions parachutistes américaines, la 82e et la 101e Airborne, s'apprêtent à grimper dans près de 1000 appareils qui iront les larguer sur la Normandie. Jusque-là, personne n'avait osé lancer une opération aéroportée de cette envergure. Ces parachutistes constitueront la première vague du débarquement américain. Leur mission, sécuriser le flanc droit de l'attaque terrestre, ouvrir les routes afin que les fantassins puissent pénétrer rapidement à l'intérieur des terres, tenir coûte que coûte les carrefours, les ponts et les chaussées du secteur, anéantir les défenses ennemies et faire face aux probables contre-attaques allemandes. L'état-major allié s'attend à des pertes énormes. Certaines prévisions annoncent que 75% des paras tomberont au combat. Et elles ne sont pas loin du compte. L'opération est à 2 doigts d'être un lamentable fiasco. Pourtant, le 6 juin au soir, les parachutistes des 82e et 101e Airborne sont parvenus à accomplir la plupart des missions qui leur avaient été confiées. Malgré le mauvais temps, les erreurs de largage, les ravages des canons anti-aériens allemands, les crashs et les noyades dans les marais, ils ont réussi à ouvrir la voie aux troupes débarquées sur Utah Beach. Qui étaient ces hommes dont la plupart sautaient en opération pour la première fois? Comment ont-ils réalisé cet exploit insensé? Pourquoi les Allemands ont-ils échoué à stopper leur attaque? Journaliste et historien, j'ai voulu connaître l'exacte contribution des parachutistes américains au débarquement en Normandie. J'ai traversé le temps. J'ai recueilli des témoignages. Le gars était planqué là, et quand il nous a vus, il a dit « Je ne croyais pas que je m'en sortirais ». J'ai récolté des indices. C'est l'enjoliveur de la voiture du général Fallet. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. Pour comprendre, j'ai suivi sur le terrain les parades actives du 2e régiment étranger parachutiste de Calvi. Ces actions de parachutistes d'envergure restent pour nous un petit peu le mythe, le Graal suprême qu'on aimerait reproduire. Par-delà les mythes et les légendes, j'ai tenté de décrypter cette phase plutôt mal connue du débarquement allié en Normandie. C'est là, entre bocage et marée, que les parachutistes américains ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire des troupes aéroportées. Malgré tous les dangers, et dans des conditions souvent effroyables, ces soldats d'exception ont joué un rôle essentiel dans la réussite du débarquement. Ils seront à tout jamais les anges de la victoire. « 6 juin 1944, Omaha Beach. À 6h35 du matin, la première vague d'assaut américaine va débarquer ici. L'un des 5 objectifs de l'opération Neptune, nom de code de l'établissement d'une tête de pont sur les côtes de Normandie. Les Britanniques et les Canadiens accosteront sur 3 plages à l'est du dispositif. Nom de code, Gold, Juno et Sword. Les Américains se lanceront à l'assaut des 2 plages les plus à l'ouest, Utah et Omaha. Sur Omaha, ce sera l'enfer. 90% des hommes de la première vague seront tués ou blessés. Ceux des vagues suivantes seront bloqués sur la plage, pris sous le feu des Allemands dont les défenses n'auront pas été entamées par les bombardements. La situation des troupes débarquées est si catastrophique que le haut commandement allié envisagera même de les faire rembarquer, prenant ainsi le risque de faire échouer l'opération tout entière. À la fin de la journée, le bilan sera accablant. Sur les 35 000 hommes débarqués, près de 5 000 auront été tués, blessés ou portés disparus. Omaha sera surnommé Bloody Omaha
Omaha la sanglante, devenant l'un des symboles majeurs du débarquement américain sur les côtes de France. La légende voudrait que les opérations sur Utah, l'autre plage du secteur américain, se soient si bien déroulées qu'elles auraient sauvé le débarquement. Le général Bradley, commandant la première armée américaine, osera même parler de promenade de santé sur Utah. Régis Giard est l'un des spécialistes français de la bataille de Normandie. Il parcourt le terrain et fouille les archives depuis plus de 20 ans. Salut Régis. Bonjour Serge. On est sur Omaha ici et le 6 juin 1944, le débarquement se passe très mal. La première vague se fait hacher sur la plage. Ça s'est mieux passé sur Utah Beach. Comment on peut l'expliquer ? Peut-être simplement en se disant que la première vague sur Utah Beach, elle n'a pas lieu à 6h30 du matin comme ici à Omaha, mais plutôt dans la nuit, dans les terres, voire dans les marais. Cette première vague, ce sont les parachutistes, c'est ça ? Exactement, ouais. Même si les secteurs de plage entre Omaha et Utah sont différents, la défense est différente, le terrain est différent, on n'a pas le même type de défense, c'est pas le même terrain, mais la différence fondamentale, primordiale entre Utah et Omaha, c'est qu'à Utah, on a une composante aéroportée de 13 500 parachutistes. Ça veut dire que si on considère cet enveloppement vertical en termes militaires, cette force venue du ciel, comme la première vague d'assaut finalement sur Utah Beach, on arrive à peu près au même résultat que sur Omaha, les pertes sont comparables. Mais pourquoi ne pas avoir envoyé des parachutistes derrière Omaha ? C'est une question de moyens principalement. Le front du plan Neptune, c'est un secteur de côte de 80 km et on ne peut pas mettre des paras sur 80 km. Pas assez de paras déjà et des avions pour les transporter. En fait, les parachutistes ont été expédiés dans des points très stratégiques. C'est ça, on a des largages de parachutistes aux deux extrémités de la tête de pont, là où elle est la plus fragile, la plus vulnérable aux contre-attaques. Donc en secteur anglais, ça va être la 6e Airborne qui va sauter au nord de Caen. Et en secteur américain, c'est 2 divisions, 82e et 101e, derrière Utah Beach. 13 500 paras, ça fait quand même énormément de parachutistes. C'est combien d'avions, ça ? C'est 800 avions pour les paras, pour les largages durant la nuit du 5 au 6 juin. Après, c'est une centaine d'avions le matin et encore à peu près 200 avions le soir pour tracter et amener les principaux renforts en hommes et en matériel. Ça veut dire donc qu'il y a une opération parachutée et ensuite une opération aérotransportée. L'opération principale, c'est bien le largage de 6 régiments de parachutistes. Et ensuite, il y a bien une vague de renforts à 4h du matin par planeur et une vague le soir à 21h aussi par planeur. Il a pourtant fallu attendre longtemps avant que les Alliés ne se décident à parachuter des hommes quelques heures avant le débarquement terrestre. Et pour cause. Les opérations aéroportées précédentes en 1942 et 1943, en Afrique du Nord et en Sicile, ne se sont pas déroulées au mieux. En Italie notamment, 3400 parachutistes de la 82e Airborne se sont éparpillés sur une zone de 80 km de diamètre. Les sauts ont été effectués en plein jour, ce qui a rendu les hommes particulièrement vulnérables. Sur les 144 planeurs britanniques, 70 sont perdus, détruits par la DCA allemande, victimes de crash ou abîmés en mer. Si le général Eisenhower appuie l'opération, certains membres de l'état-major allié sont encore très réticents. Si l'assaut initial est basé sur le largage des parachutistes, un renfort de 4000 fantassins sera aérotransporté par planeur, pouvant amener directement groupés sur le terrain hommes et matériel. Ces appareils sont de 2 types. Le planeur Orsa de conception britannique a été fabriqué à 3800 exemplaires entre 1942 et 1945. L'essentiel de sa cellule étant contreplaqué entoilé. S'il se brise au sol, les éclats sont tranchants et dangereux. Avec une capacité de 25 hommes équipés ou 2 jeeps, ou une jeep et un canon anti-char de 57 mm, c'est un appareil lourd, nécessitant des zones d'atterrissage bien dégagées. Pour le déchargement, son fuselage se sépare en 2. Mais le Orsa paraît moins adapté que le modèle américain pour les atterrissages de nuit dans le bocage normand. Le CG4 ou Waco, plus léger et plus maniable, mais tout aussi robuste avec sa structure en tube d'acier, a été fabriqué à 14 000 exemplaires par 16 sociétés différentes entre 1942 et 1945. Adapté pour le transport d'infanterie comme des unités de soutien d'artillerie ou du génie, il peut emporter 13 soldats équipés ou un obusier de 75 mm ou un bulldozer léger.
À la différence du Horsa, le Waco est équipé d'un nez basculant articulé juste derrière le poste de pilotage. De nos jours, comme en 1944, l'aérotransport du matériel reste primordial. Il faut livrer au plus vite et dans les meilleures conditions possibles aux hommes parachutés les moyens nécessaires au bon déroulement de leurs opérations terrestres. Une intervention des plus délicates. Ça, c'est le genre de parachutage qui se faisait déjà dans les années 40-44, à l'époque du débarquement en Normandie. Exactement. À cette époque-là, on employait souvent le largage de petits colis, donc des fardeaux de 50 à 225 kg. Et là, aujourd'hui, vous pouvez larguer du très gros. Voilà, alors le très gros maintenant pourra monter jusqu'à 8 tonnes, qui est par exemple une antenne chirurgicale médicale, sur laquelle il y aura des blocs opératoires en un seul fardeau, en un seul passage, et on pourra venir mettre ça au sol. C'est un procédé d'action qui est très délicat quand même, par parachutage, des petites charges, même des grosses charges, ça doit être très délicat à parachuter. Oui, ça demande des compétences techniques assez élevées. En effet, autant pour le conditionnement du fardeau en lui-même, surtout pour les très grosses charges, qui ont un très gros volume et beaucoup de poids, et autant que pour le système de parachutage, c'est-à-dire le système de parachute, le choix des parachutes en fonction de la vitesse du vent, comment vole l'aéronef, à quelle altitude bien entendu, et à quel point précis on voudrait le larguer. Tout ça, c'est très calculé en fait. Exactement. Il y a une équipe de la section technique de l'armée de terre qui fait ses calculs de vent et de surface et qui nous donne des abacs. À partir de ces abacs et de ces graphiques d'emploi, on va pouvoir réaliser nous notre conditionnement en fonction du besoin des troupes au sol pour leur permettre justement d'avoir leur matériel au bon moment et au bon endroit. En fait, vous êtes comme des super postiers en fait. Vous pouvez livrer, vous êtes l'UPS international. Ça nous décrirait bien, ouais, les super postiers. Ouais. Super postiers de la brigade de l'urgence. Donc nous on fait partie de la 11e brigade parachutiste, qui est appelée la brigade d'urgence, justement parce qu'on est capable de faire ce genre de choses. Largués entre minuit et 1h du matin, les parachutistes américains devront attendre plusieurs heures avant de pouvoir récupérer du matériel et des renforts. Il faudra pourtant accomplir au plus vite une mission dont les buts ont changé à plusieurs reprises avant le jour J. Quels sont les objectifs de l'opération aéroportée américaine finalement? Quand le 7e corps choisit de débarquer à Utah Beach, son objectif c'est clairement d'aller prendre le port en eau profonde de Cherbourg. Et donc pour ça, il doit couper d'abord la péninsule du Cotentin. Mais c'est le rôle des parrains de couper cette péninsule? Alors dans le premier plan, le plan initial, c'est ça. Il y a une division reportée de la 82e qui doit sauter entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et la côte ouest du Cotentin. Et la 101e aéroportée, elle doit sauter entre Sainte-Mère et Carentan derrière Utah Beach. Ça signifie que le plan a changé en fait? C'est ça, 15 jours avant, le 24 mai, des interceptions radio montrent, avec des reconnaissances aériennes qui confirment, que des renforts allemands sont venus se positionner exactement dans les zones qui étaient prévues pour les largages des paras. Donc c'est une force de 8000 hommes. C'est la 91e Luftwaffe division. Elle est renforcée par 3500 parachutistes allemands du Fallschirmjäger régiment 6. Donc oui, les Alliés sont contraints de changer leur plan. Et donc le 27 mai 1944, ils vont publier le plan final, le plan que l'on connaît pour l'assaut d'Overlord. Et ils vont concentrer toutes les troupes para derrière le secteur d'Utah Beach. En fait, ils vont protéger les sorties de plage à Utah? Principalement, protéger les sorties de plage et commencer à prendre des têtes de pont au-delà des rivières du Mer de Ray pour initier la coupure. La 82e Airborne doit s'emparer de Sainte-Mère-Église, de Baudienville et de Neuville-au-Plain. Elle devra détruire les ponts sur la Douve à Étienneville et Beuzeville-la-Bastille, prendre et tenir les ponts à Lafière et Chef-du-Pont afin d'établir des positions à l'ouest de la rivière du Mer de Ray. La 101e Airborne devra sécuriser les 4 chaussées sortant de la plage d'Utah, réduire au silence la batterie lourde de Saint-Martin-de-Varreville. Les ponts sur la Douve, au nord de Carentan, devront être détruits. 2 ponts à Brévent et un autre à l'écluse de la Barquette devront être conquis. Seulement voilà,
Ici, le terrain est particulièrement défavorable. Le bocage est constitué d'un enchevêtrement de haies peu propice à l'atterrissage des planeurs. Les Allemands ont surtout constitué des pièges. Ils ont notamment inondé les marais. Erwan Pat est technicien au parc des marais du Cotentin. Il m'explique comment les Allemands sont parvenus à maintenir une partie de la région sous les eaux des grandes marées. Erwan, ici on est sur le pont de la Barquette, c'est un point de passage stratégique pour les Alliés, le 6 juin 1944. C'était aussi un point stratégique pour les Allemands finalement. Ah oui, parce que la gestion, le contrôle de ce pont, la compréhension de ce pont permet de gérer l'eau en fait. Parce que le pont de la Barquette, avant d'être un pont de franchissement, ce qui est devenu très récemment en fait, c'est un pont muni de porte-à-flot qui empêche l'eau de la mer d'inonder les marais, ça depuis le XVIIIe siècle. Comment ça fonctionne ça? Eh bien en fait ça fonctionne avec la pression de l'eau. La mer monte, ça ferme les portes. La mer descend, l'eau douce réouvre les portes. C'est automatique en fait. C'est automatique. Les Allemands, ils vont comprendre que là, en inondant les marais, en contrôlant cette eau, ils peuvent contrôler 28 000 hectares de zones humides, les remplir d'eau. Et ils vont utiliser là ce qu'on appelle les bâtards d'eau, qui sont normalement en fait des éléments qui sont prévus uniquement pour l'entretien des portes. Tu glisses ces bâtards d'eau, ces énormes pièces de bois de chaque côté, et comme ça, tu peux intervenir sur les portes. Mais si tu les glisses aussi juste en partie basse, ça te permet de contrôler le niveau d'eau. Si l'eau douce, elle ne passe pas au-dessus de ces pièces de bois, elle ne peut pas ouvrir les portes. Et comme ça, pendant 4 ans, sans inonder les habitations, on va maintenir un niveau constant dans le marais. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça de manière anarchique, mais en fait non, c'était très pensé. Non, ouais, c'était très pensé. D'ailleurs, il y a une mauvaise rumeur locale qui dit qu'ils ont bloqué les portes. Non, ils n'ont pas bloqué. S'ils avaient bloqué pendant toute l'occupation, ça aurait fini par déborder et inonder tout ce qu'il y avait autour, au-delà des marais, parce que l'eau se serait trop accumulée, notamment avec les pluviométries qu'on a en Normandie. Mais ça veut dire que l'eau arrivait jusqu'à quel niveau? On voit les traces sur le pont. Là, quand s'arrêtent les lichens, en fait, quand il n'y a plus de lichens, c'est que l'eau monte, parce qu'elle lessive le bas du pont. Donc on voit bien que ça peut encore monter de 2-3 mètres supplémentaires. Et la totalité des terres est sous l'eau? Et sous l'eau, parce c'est des terres qui sont par endroits en dessous du niveau de la mer en plus. Mais plus que l'inondation des marais en tant que telle, et surtout ce que ça leur permettait de faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les zones sont inondées, tu es obligé de passer par certains axes, ce qu'on appelle les chaussées, les ponts. Et donc là, tu contrôles les ponts, les chaussées, et on est en position de force pour contrôler tout ce qui est franchissement. C'est comme si les Allemands, en fait, avaient construit un énorme rempart d'eau, voilà. Et il n'y a plus que des petits passages qu'il suffit de contrôler. Voilà, ils avaient un outil en place déjà pour se faire une grande protection naturelle, et stratégiquement, ça va jouer. Et ça a dû être une contrainte aussi pour les troupes aéroportées, certaines qui sont tombées dans ces zones qui étaient inondées. Voilà, parce qu'en fonction de la précision du largage, des repères qu'avaient les pilotes, parce qu'on est aussi dans des conditions qui n'étaient pas favorables en juin 1944, s'il y a eu des décalages par rapport aux zones de largage, au lieu de se retrouver à pied sec, ils se retrouvaient dans des zones inondées. Et si vous vous retrouvez au milieu de la grande zone inondée, il y a des risques de noyade importants et malheureusement, c'est ce qui arrive. Dans la nuit du 6 juin, ce paysage va se transformer en un vaste champ de bataille duquel émergent parfois, 70 ans après les événements, des vestiges émouvants. En cours de tournage, mon guide, Régis Giard, m'interpelle. Il vient de faire une découverte fortuite. T'arrêtes jamais, toi? Non mais Qu'est-ce que c'est? ça c'est du parachute. C'est un bout de voleur de parachute de 44. C'est garanti. Il est délavé mais c'est un bout de voleur. Tu déconnes. Ah non, je te garantis, j'en ai déjà vu et c'est exactement comme ça que ça se passe. Je viens de tomber dessus vraiment en marchant par hasard. Bah, c'est impossible. Vas-y, je te jure que c'est du parachute camouflé américain. C'est dingue. Il y a quelqu'un qui a un truc là? Je pense pas que ce soit un très gros bout, mais c'en est bien. Un indice. Et voilà. Un morceau de parachute américain. C'est dingue, c'est dingue. T'as ton souvenir? Ouais, sacré souvenir. Hein. C'est énorme. C'est énorme. L'histoire en direct. L'histoire en direct. Un morceau de parachute américain. Pas trop loin du pont de la Barquette. Juste à côté. C'est énorme. 6 DZ, drop zone, les zones de largage marquées de lettres différentes, ont été définies et réparties entre les 6 régiments parachutistes des 2 divisions aéroportées.
2 zones d'atterrissage, les landing zones ou LZ, ont également été choisies pour les planeurs, au centre de la zone d'opération et à proximité de la route nationale 13. L'ensemble se situe dans un secteur d'environ 57 km². Les opérations doivent s'enchaîner dans le ciel normand. À partir de 21h50, les premiers appareils décolleront d'Angleterre. Ce sont les opérations codées Boston pour la 82e Airborne et Albany pour les hommes de la 101e Airborne. À partir de 4 h du matin, les planeurs entreront dans la danse. Ce sont les opérations Chicago pour la 101e et Détroit pour la 82e. En début de soirée, le 6 juin 1944, des renforts supplémentaires seront transportés par planeur, opération Elmira et Keokuk. 200 Pathfinder, les éclaireurs des troupes aéroportées, auront pour mission de baliser les zones de saut. Largués seuls, au milieu de la nuit, en plein territoire ennemi, ils seront les premiers soldats du jour J sur le sol normand. Le capitaine Frank Lilliman, chef des Pathfinder de la 101e Airborne, sera le premier soldat allié à sauter sur la Normandie. La technologie que les Pathfinder utilisent est classée top secret. Les équipes, composées généralement de 18 hommes, disposent de 7 lampes holophanes qui seront placées au sol afin de former un T. La base du T indique la direction du saut, la barre transversale, le point d'arrivée. Les Pathfinder sont également dotés de postes émetteurs Eureka, qui enverront des impulsions de fréquences radio captées par les récepteurs Rebecca, installés sous le fuselage des appareils en tête des formations. Les pilotes pourront ainsi s'orienter vers les zones de largage. Vivre l'intensité d'un saut en opération, voilà ce que je voulais. Il me fallait tenter de comprendre comment des hommes parachutés en territoire ennemi pouvaient constituer une force efficace capable de déstabiliser l'adversaire, voire de le vaincre. Premier constat, seul le matériel et les avions ont changé depuis 1944. Les consignes de saut et l'ambiance semblent les mêmes. Dans la nuit, les éclaireurs du 2e REP ont atteint la zone de largage qu'ils ont balisée en évitant de se faire repérer par l'ennemi. Ils ont établi une liaison avec les avions largueurs. Le but, rassembler les parachutages dans l'espace le plus réduit possible, concentrer les forces d'intervention. Dans l'avion, en croisant les regards des soldats, je retrouve la sourde appréhension décrite par les paras américains de juin 1944. Sauter d'un aéronef lancé à 200 km/h n'a rien de naturel. Il faut une sacrée dose de courage. Les minutes s'écoulent. La pression monte. Après 1 heure de vol tactique destinée à mettre les hommes dans le bain, j'ai l'impression que tous n'ont plus qu'une seule envie, franchir la porte. Se délivrer de cette carlingue qui les enferme, sauter et entamer l'opération car la mission ne commencera réellement que lorsque les paras auront touché le sol. Lorsque les portes s'ouvrent et que les hommes se lèvent, serrés les uns aux autres, brisés par le poids de leur charge et les sangles qui les contraignent, la tension est à son paroxysme. Puis la sirène retentit enfin.
Une fois au sol, le parachutiste se retrouve seul, ne possédant rien d'autre que son propre armement et une quantité limitée de munitions. Il est particulièrement vulnérable. La suite des opérations a été répétée des dizaines de fois. Rien n'est laissé au hasard. Il faut d'abord se rassembler, se réarticuler, afin que les hommes dispersés reconstituent une vraie force de bataille. Là, on est sur un exercice dans lequel il y a 200 personnels, on va dire, à peu près. 280 au total. Ouais. On imagine en 1944, ils étaient plusieurs milliers à sauter de nuit, avec des moyens de communication qui étaient inférieurs à ce que vous possédez aujourd'hui. Ça devait être très compliqué pour eux. C'est bien pour cette raison qu'ils ont répété pendant des mois l'opération. Donc en fait, c'est tellement compliqué qu'il faut la répéter ensemble dans le détail pour ne pas être surpris quand la surprise arrive. Or, notre travail, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve tous le plus vite possible et qu'on ait bien les gens qui se sont entraînés ensemble, qui puissent reprendre leur mission. Chaque compagnie, en fonction des éléments, en fonction de leur zone de déploiement, leur action, ils se regroupent. Donc il y a ce qu'on appelle des points initiaux, qu'on appelle dans le jargon des pays. On se regroupe par pays, en fait on passe le pays, après derrière le pays, un peu plus loin, on a une zone d'articulation qui est à l'abri des vues, qui permet au pays de compter tout le monde, parce qu'en fait c'est un peu le problème quand on saute, c'est qu'on est désorganisé. Donc on sait tous où on doit aller, sachant que voilà, on a fait un vol d'avion 1 heure, c'était léger, mais quand on peut faire 2, 3, 4 heures dans la chaleur, dans le froid ou autre, dans le stress, on est vite complètement désorienté. Donc ce qui est simple sur le papier devient très compliqué à mettre en œuvre. Donc se réarticuler et faire en sorte que tout le monde, du dernier soldat jusqu'au chef, aille au bon endroit, et chacun sur son bon endroit, c'est compliqué. Voilà, donc chaque élément a son point initial, sa zone d'articulation. Il passe sur le point initial où on compte tout le monde, sur la zone d'articulation, il se réarticule comme dit le nom, où on va reprendre la posture de combat en fait. On va pouvoir reformer les sections, les groupes, les sections, voir la compagnie, et une fois que tout le monde est prêt, il rend compte à la radio, et on peut commencer la mission. Mais la partie zone, la partie saut, c'est une partie technique en fait, très technique, où il faut aller très vite. On saute, on prend nos parachutes parce qu'on ne les abandonne pas, plus le sac, donc rapidement on est à 30-40 kg. On a la distance moyenne estimée, 1500 mètres à faire en moins de 9 minutes, pour s'écarter au plus vite, en fait, quitter la zone de saut, parce que c'est généralement un champ, un terrain plat, donc là on est très vulnérable, pour aller sur les zones de articulation où là déjà on sera un peu à l'abri, et après on a 1 heure pour faire 8 km supplémentaires, parce qu'on estime en fait que c'est 1 heure, c'est le temps qu'il faut pour une unité assez prête pour boucler un secteur de 8 km de diamètre. Donc voilà, ça nous permet de dire qu'on peut quitter la zone et être en dehors de la capacité de réaction d'un ennemi. Get ready! Get ready! Stand up! Stand up! Hook up! Hook up! Equipment check! Equipment check! We will shuffle. Une fois que votre parachute est ouvert et vérifié, c'est d'abord où sont les autres gars. Et puis seulement, où suis-je? Plus de 70 ans après le largage des paras américains au-dessus du Cotentin, des hommes commémorent l'événement en sautant quasiment dans les mêmes conditions. À l'écoute des consignes, je comprends. Sauter d'un avion en état de marche, ce n'est pas naturel. Le danger est réel. Pourquoi prendre un tel risque? L'un des participants, Thomas Keller, de nationalité allemande, m'interpelle. D'où venez-vous? Eh bien, je viens d'Allemagne et je suis un ancien parachutiste, ce qu'on appelle Fallschirmjäger. Votre présence ici aujourd'hui est très symbolique. Oui, tout à fait, pour 2 raisons. Nous avons été en France, nous avons combattu les uns contre les autres, et aujourd'hui nous sommes unis au sein de l'Europe. La deuxième raison est que nous sommes ici pour honorer ceux qui nous ont libérés, spécialement les parachutistes qui étaient en pointe. Mais ce saut, vous le faites pour quelqu'un ou quelque chose en particulier, ou pour vous amuser? Ce n'est pas pour nous amuser. C'est une partie de notre histoire et nous faisons ça pour les parachutistes, pour les honorer, pour honorer tous ces jeunes hommes de 18, 20 ans qui sont morts ici et qui n'étaient pas préparés à se battre pour l'Europe. C'est notre histoire et nous nous sentons proches d'elle. Nous sautons avec des Américains, des Britanniques, des camarades français que nous adorons. C'est comme une grande fratrie, c'est vraiment particulier. Vous avez quelle sensation?
Ce n'est pas vraiment une sensation, c'est un sentiment viscéral que nous avons quand nous voyons ces anciens C-47 d'où nous sautons. C'est une partie de notre histoire, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas un saut de cinéma. Vous voyez, nous nous entraînons, nous suivons les ordres, ça reste dangereux. Comme ça, nous vivons l'histoire. Non, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon saut. Thanks a lot. Thank you. Le jour J, la flotte de transport est composée de 821 avions des Douglas C-47 Skytrains, le train du ciel. Un appareil civil mis en service à partir de 1935 et adopté par l'US Air Force dès 1942. Comme tous les aéronefs alliés, ils portent les marques d'identification du D-Day, afin d'éviter les tirs amis. 3 bandes blanches et 2 noires. Il s'agit d'éviter le fiasco de la Sicile. En juillet 1943, la moitié des avions de renfort avaient été touchés par les tirs de la flotte alliée. Charles Donnefort est ingénieur aéronautique et pilote. Il voue une passion sans limite à tout ce qui vole et plus particulièrement aux aéronefs militaires de la Seconde Guerre mondiale. Charles, ce C-47, est-ce que c'est un bon avion? Oui, c'est le meilleur avion de l'époque pour le transport. Il est bien supérieur à son équivalent allemand, le Junker 52. C'est également un avion qui est robuste, simple et pas très cher à fabriquer. Pourtant, il paraît quand même particulièrement vulnérable. Il n'a pas d'armement. C'est un avion qui ne semble pas être fait vraiment pour la guerre. Non, alors c'est un avion civil à la base, le DC-3. Ici, c'est sa version militaire, le C-47. Il n'a pas du tout de système de blindage. Il est relativement lent par rapport à un chasseur. Il n'est pas protégé par aucune défense. Il est donc très très sensible aux tirs de flak et même aux tirs d'armes légères. Ça veut dire que les conditions de vol pour les pilotes devaient être assez éprouvantes. Oui, c'est assez éprouvant. Il n'avait pas d'escorte. Et au-dessus de la Normandie, c'était encore pire, parce que le vol était fait de nuit, dans des conditions de vol aux instruments, et sans aucune lumière. Donc les pilotes étaient concentrés sur les feux de position du leader. Et en arrivant au-dessus du Cotentin, ils sont arrivés dans un brouillard complet qu'ils n'avaient pas prévu. Donc les groupes se sont dispersés. Et chaque pilote a dû trouver individuellement sa zone de largage. Il fallait vraiment qu'il soit très courageux. Bien sûr, et retrouver la drop zone dans ces circonstances-là, avec de la flak qu'ils n'avaient pour certains jamais rencontré, l'angoisse des pilotes, l'angoisse des parachutistes, et les tirs ennemis, la mauvaise visibilité, et surtout le risque de se faire abattre, de ne pas trouver la drop zone, ou éventuellement de devoir improviser dans le cas où la drop zone était occupée. Ça devait vibrer à l'intérieur, ça devait être très éprouvant comme genre de vol. Oui, bien sûr, ils comparaient les impacts de flak à de la grêle. Néanmoins, les pilotes devaient garder leur sang-froid pour retrouver la DZ quoi qu'il arrive, et lâcher les parachutistes coûte que coûte. Ouais, j'ai hâte de voler dedans pour voir ce que ça donne en vrai. Les formations de C-47 décolleront d'Angleterre pour effectuer une boucle au-dessus de la péninsule du Cotentin, passant tour à tour au large des îles de Guernesey et Jersey, au-dessus des zones de largage puis de la plage d'Utah. Chacun des régiments d'infanterie parachutiste embarque à bord de 3 à 4 formations composées en fonction des cas de 36, 45 ou 54 C-47. Ces formations, appelées serials, sont espacées entre elles de 6 minutes sur la zone de saut. À bord, les parachutistes sont constitués en sticks de 15 à 18 hommes en fonction des équipements transportés. La dotation des paras est bien différente de celle des fantassins. Leur tenue est même très spécifique. Ils portent un casque modifié avec mentonnière, une veste, un pantalon et des bottes de saut. Les paras sont équipés pour une mission bien particulière. Ils vont combattre derrière les lignes ennemies en petites unités autonomes. À leur ration s'ajoute une ration de survie à base de chocolat survitaminé qui permet de fournir l'énergie nécessaire pour 3 jours. Leur kit de premier secours est enrichi d'un garrot et d'une dose de morphine.
Leur armement est adapté au cas par cas. Mais tous emportent des munitions, grenades et même des mines légères supplémentaires. L'intendance ne semble pas trop regardante sur la fourniture des poignards ou machettes, ni forcément appliquer strictement le règlement sur les armes de poing. Certains, avant même de s'équiper de leurs parachutes et de leurs gilets de sauvetage, portent déjà plus de 40 kilos de matériel. Tout ce qui n'est pas emporté directement par les hommes est bourré dans des conteneurs largables, les parapacks, chargés dans les appareils ou directement arrimés sous le ventre des C-47. À l'aube du 5 juin 1944, la flotte d'invasion composée de plus de 5000 embarcations a appareillé. Direction les côtes normandes qu'elle doit atteindre 24 heures plus tard. Ce même 5 juin, en fin de journée, le chef de l'état-major allié, le général Eisenhower, rend visite au 502e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e Airborne. Contrairement à ceux de la 82e, unité déjà larguée au-dessus de la Sicile et de l'Italie en 1943, la plupart de ces hommes n'ont jamais sauté en opération. Mais ils ont subi l'apprentissage des troupes d'élite. 37 semaines d'entraînement intensif. Les marches de 40 km en 8 heures, les petits footings matinaux avec un sac de 15 kg sur le dos, les exercices à balles réelles et le manque de sommeil sont devenus leur quotidien. Ils ont forgé leur esprit de corps et forment une troupe de choc. Ils sont prêts à subir toutes les épreuves. Cela tombe bien, l'opération en Normandie va leur donner l'occasion de s'illustrer. La dernière estimation des pertes fait froid dans le dos. 1 sur 2 pourrait être tué ou blessé dans les heures qui viennent. Après avoir sauté de jour, les paras du 2e REP vont rééditer l'opération, dans l'obscurité la plus totale cette fois, comme leurs aînés l'ont fait dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce soir, ambiance particulière pour vous. Je suppose que le saut de nuit est complètement différent. Les contraintes sont complètement différentes qu'un saut de jour. Oui, l'obscurité, la nuit crée d'abord, vous le voyez, une ambiance un peu différente. Les gens sont très concentrés, rentrent un peu plus dans leur saut. Le parachutiste est très isolé, encore plus isolé que lorsqu'il saute de jour, à la fois pendant le saut, pendant la descente sous voile et pendant la réarticulation. Ça complexifie aussi le déploiement des troupes et le bon déroulement de la mission en certains égards. Techniquement, on doit se préparer différemment pour se regrouper, s'orienter et combattre de nuit. Et on est très bien équipé pour ça. Et tactiquement, on prend plus de délai. Et on se prépare à attaquer la mission avec une partie des effectifs qui n'ont pas rejoint l'unité. Voire des légionnaires qui ont rejoint l'unité voisine parce qu'ils étaient perdus et qu'ils se sont raccrochés à un autre parachutiste ou un autre sous-officier qui les a récupérés. Ça veut dire, vous commencez votre mission et vous pensez que l'objectif peut être atteint à partir de quel pourcentage de parachutistes rassemblés sur la drop zone? On considère en général qu'à 75%, on peut attaquer la mission. L'état d'esprit général est finalement identique ou il ressemble beaucoup à ce que vivaient et ce que pensaient les combattants de 1944, je suppose. Oui, parce que quand vous passez la porte d'un avion lancé à 200 km/h de nuit, c'est toujours sans doute le même effet sur le parachutiste. Lorsque vous êtes branché dans un arbre, que vous ne savez pas où vous êtes, vous avez beau être en 2016, c'est le même isolement, les mêmes questions que vous posez. Comment rejoindre mes camarades? Où est le nord? Quels sont ces signaux? Est-ce que ce type-là que je vois passer dans l'ombre appartient à mon unité? Aujourd'hui comme hier, le parachutiste, qui est le combattant par excellence de l'isolement, de l'initiative et de la légèreté, doit faire preuve d'audace, de sens de l'initiative et de capacité d'adaptation, d'agressivité. Et c'est ce qui en fait sans doute un soldat un peu différent des autres. Stick number two, last man, here. Stick number one, last man, there.
À 21h30, le C-47 du capitaine Frank Lilliman et ses Pathfinder est le premier à décoller d'Angleterre, direction le Cotentin. À partir de 22h48 et toutes les 11 secondes, les autres avions transportant le gros de la troupe aéroportée s'envolent depuis 14 aérodromes anglais. Les paras volent désormais vers la France et vers leur destin. Le vétéran Dan McBride de la compagnie F du 502e régiment de la 101e Airborne se souvient des heures fiévreuses qui ont précédé son parachutage en France. Quel souvenir avez-vous de votre vol vers la France, avant et pendant le vol? Eh bien, on a décollé vers 22h25, le soir du 5 juin, et nous nous sommes mis en formation. Et on est parti vers la côte. Nous avons traversé la Manche en formation très serrée, et tout s'est bien passé pendant le vol. Nous avons survolé la flotte d'invasion et je ne savais pas qu'il pouvait exister autant de bateaux dans le monde. Notre plan était de tourner au large des îles de Guernesey et de Jersey, en direction de la côte. Difficile d'imaginer l'ambiance dans les C-47 en route vers la France. Beaucoup de paras sont dopés à la drapomine, un médicament contre le mal de l'air et de mer. Au-dessus des îles de Guernesey et Jersey, les canons antiaériens allemands se réveillent. Les carlingues sont secoués par les explosions. Par les hublots, les soldats peuvent apercevoir des C-47 en flammes. Ils rompent la formation avant de s'abattre comme des étoiles filantes, entraînant à la mort hommes et équipages. On nous a demandé de nous lever, de nous accrocher et de nous tenir prêts à y aller au moment où on a passé la côte, au cas où nous serions touchés, et pour qu'on ait une chance de nous en sortir. Et puis si nous devions être touchés par le feu des canons allemands, nous voulions mourir debout comme des hommes. Donc tout allait bien jusqu'à ce qu'on atteigne la côte. Là, nous sommes entrés dans un banc de brouillard et tous les pilotes avaient peur d'entrer en collision les uns avec les autres et ils se sont séparés. Les pilotes font de leur mieux pour atteindre les objectifs, mais au-dessus du Cotentin, les appareils pénètrent une énorme masse nuageuse et un brouillard épais masque le sol. Impossible de s'orienter correctement. Pourtant, les parachutages vont bien avoir lieu. Notre pilote, qui était un gamin comme nous, a commencé à zigzaguer entre les obus, alors que nous étions debout avec nos SOA accrochés et que nous tentions de garder notre équilibre. Il allait dans un sens puis dans l'autre en esquivant les tirs. Et plutôt que de ralentir et de nous laisser sauter, il a plongé et accéléré. On n'était pas très contents de cette manœuvre. Il volait trop bas et trop vite quand il a allumé la lampe verte. Et comme je devais sauter en troisième position, je devais balancer un container avant de sauter. Donc il a allumé la lampe verte, le lieutenant a sauté, le sergent a sauté, j'avançais jusqu'à la porte et j'avais juste eu le temps de larguer le container quand l'avion a fait une nouvelle embardée, si bien que j'ai perdu l'équilibre et que je me suis retrouvé balancé dans le vide, la tête la première. Alors je me suis cogné contre l'avion, j'étais à moitié sonné et j'ai donc eu un sacré choc quand mon parachute s'est ouvert.
Entre minuit et minuit et quart, Liliman et ses hommes ont atterri dans le champ derrière l'église de Saint-Germain de Varreville. Le capitaine émet son signal entre minuit 20 et minuit et demi. 20 minutes plus tard, les vagues de C-47 larguent les parachutistes sur la drop zone A. Dans ce secteur, la mission des Pathfinder est remplie. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Seules 3 zones de parachutage ont été correctement balisées. Les autres groupes de Pathfinder ont été largués trop loin. Certains ont été massacrés, d'autres capturés. Cette première phase de l'opération aéroportée est un échec, et cela a des conséquences dramatiques sur le reste du largage. Une carte suffit à comprendre l'ampleur du désastre. En bleu, les DZ de la 82e Airborne. En rouge, celle de la 101e Airborne. Les croix bleues et rouges figurent les lieux réels où les sticks des 2 divisions ont atterri. En Normandie, les Alliés passent à 2 doigts de la catastrophe. De manière générale, seuls les hommes du 505e régiment de la 82e et ceux du 506e régiment de la 101e atterrissent sur les DZ prévus. Les autres sont totalement dispersés. Les parachutistes du 508e sont éparpillés sur l'ensemble du Cotentin. Certains sont perdus à 40 km de l'objectif initial. Des paras tombent dans les marais où ils se noient dans 50 cm d'eau à cause du poids de leur matériel et empêtrés dans leurs parachutes, dont les harnais sont quasiment impossibles à défaire sans en trancher les sangles. Certains sticks sont largués en mer où les hommes disparaissent corps et âme. Une grande partie du matériel radio a été perdue ou détruit. Habitant de Saint-Germain de Varreville, Auguste Robiol avait 10 ans lorsque les parachutistes américains ont sauté sur la Normandie. Il était aux premières loges de cet incroyable spectacle. Donc vous viviez dans cette maison Oui. le soir du 5-6 juin. Exact, absolument. Je suis même né dans cette maison. Hein, et le soir du 5 au 6 juin, nous étions là. Et c'est à partir de ce moment-là que le bombardement s'est effectué sur Saint-Martin. Et puis, comme ça a duré quand même un bon moment, et puis que ça a claqué dur, mon père a dit oh, on ne reste pas dans la maison. Et nous sommes partis avec les voisins. Nous sommes partis dans ce fossé un petit peu plus bas. Pour vous protéger en fait, c'était une sorte de tranchée. Dans son idée, c'était une protection. Dans son idée, c'était ça. Et puis, nous avons entendu la fin, bien entendu, du bombardement, jusque l'arrivée des vagues d'avions, d'où sont sortis les fameux paras. Vous êtes dans votre fossé, quelle heure est-il? Alors, je situe ça, mais vers 1h du matin. D'accord. On est encore dans le fossé vers 1h du matin. C'était beaucoup d'avions? Beaucoup, beaucoup. Ah oui, oui, oui. C'était plein. C'était une nappe d'avions. Ça sortait des avions sans arrêt, puis ça s'ouvrait. Et vous les voyez vraiment à l'œil nu? Ah bah oui, quand ils étaient plus bas, bien sûr. Oui. Et donc, alors, malheureusement, il y en a qui tombaient dans les arbres, il y en avait partout, évidemment. Ouais. Ils sont tombés véritablement sur le village? Et là, oui, il y en avait partout, dont les plus près, dans l'arbre ici, dans l'arbre ici. Qui s'est accroché à cet arbre-là? Accroché dans l'arbre, sur la gauche il était, sur la gauche. Et c'est mon père et le curé du village qui l'ont décroché. Le second plus près, sur la cheminée de la maison en face. Et je le vois encore, le gars, moi. Je le vois encore à se bagarrer, il se bagarrait pour se décrocher. Je le vois encore, j'étais là. Et puis le troisième, là, au bout du jardin, de la maison, là-bas. C'était les 3 plus près. Après, il y en avait partout, bien entendu. Ça devait être extraordinaire pour vous, du haut de vos 10 ans, de voir ces hommes tomber du ciel. On n'imaginait pas ça, on ne pouvait pas imaginer. Les tout premiers qui se sont dégagés, il y en a 5 ou 6 qui sont rentrés dans la maison. Ils étaient debout, là, tout barbouillés, avec tout le barda, tout barbouillé, et ils nous mettaient des friandises sur la table. Ceux qui sont tombés ici sont restés ici ou ils sont partis? Ah non, ils ont bougé. Il y en a qui sont restés un petit peu, mais ils ne s'attardaient pas. Ils partaient sur le reste de leur mission. Voilà, j'allais dire, ils avaient leur mission.
Comme ceux qui sont entrés dans la maison, leur mission c'était Saint-Martin. Il fallait qu'ils aillent, alors donc ils ont demandé beaucoup de renseignements à mon père pour aller sur Saint-Martin. Pour s'identifier dans la nuit noire, les paras de la 101e disposent d'un criquet, une lame de laiton chromé qui émet un claquement une fois pressé. Le code d'identification est simple. 2 clics doivent répondre au clic de demande d'identification. D'autres moyens de reconnaissance ont aussi été mis au point, notamment un code vocal. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les paras doivent dire « thunder », tonnerre, lorsqu'on les interpelle avec le mot « flash », éclair. Sur le papier, les consignes sont simples. Sur le papier seulement. Car certains parachutistes sont seuls dans des zones infestées d'ennemis. C'est le cas de Dan McBride. Il devait être 1h du matin. Je marchais tout seul, tout doucement, en essayant de trouver quelqu'un et en même temps de ne pas me faire repérer. Au bout de 3 quarts d'heure environ, j'ai entendu quelqu'un marcher très vite dans l'herbe. Mais je ne pouvais pas le voir. Il faisait trop sombre. Et dans ma tête, j'imaginais un Allemand de 2 mètres qui venait sur moi. J'allais tirer, mais encore une fois, j'ai ressenti mon criquet. Et là, j'ai entendu au moins 10 clics en réponse. Et j'ai vu ce gars, un des camarades. Il n'avait vu personne non plus, il était paumé comme moi. Et on s'est presque embrassés. On a alors avancé ensemble et on a remarqué des traces dans les hautes herbes, comme laissées par un chariot. On s'est dit qu'elles nous mèneraient bien quelque part et on a commencé à les suivre. Et comme il faisait de plus en plus jour, nous marchions de plus en plus vite. Et je me disais que tout était calme autour. Et tout d'un coup, on a entendu « flash ». Et on a répondu « Thunder ». C'était nos mots de passe. C'était un lieutenant et 2 autres paras de la 82e Airborne. Et ils étaient perdus comme vous? Oui, et quand je lui ai demandé « Mon lieutenant, où est-ce qu'on est ?» Il m'a répondu « Eh bien, d'après ma carte et d'après ce que je vois autour, je pense que nous sommes quelque part en Europe. » On était bien avancé avec ça. La plupart du temps, les paras américains vont devoir accomplir leur mission sans moyen de communication, avec moins du tiers des effectifs prévus. Il va pourtant falloir avancer, attaquer, tenir, et ne rien lâcher jusqu'à ce que le débarquement par mer ait lieu. À 2 heures du matin, le 6 juin 1944, les 1000 bateaux de la force U pour Utah sont à une quinzaine de kilomètres de la plage de Saint-Martin de Varreville, où devront débarquer plus de 30 000 GIs de la 4e division d'infanterie et 3500 véhicules. Une demi-heure plus tard, à 2h29, l'USS Bayfield, transportant le commandant de la plage d'Utah, le major général Collins, jette l'ancre. Malgré l'éparpillement, les objectifs des paras de la 82e et 101e Airborne demeurent inchangés. Il faut sécuriser au plus vite les 4 chaussées sortant de la plage d'Utah. Ce sera la mission première des hommes de la 101e, qui doivent également réduire au silence la batterie de Saint-Martin de Varreville, détruire les ponts sur la Douve, au nord de Carentan, s'emparer des ponts face à Brévent et de l'écluse de la Barquette. Les paras de la 82e doivent prendre et tenir Sainte-Mère-Église, Boudienville et Neuville-au-Plain, conquérir les points de passage sur la rivière du Merderet et détruire les ponts sur la Douve. Allô? Bitte, ich schieße. Après s'être regroupés, les parachutistes américains engagent le combat un peu partout. Ils mènent des actions audacieuses, montent des embuscades. Une terrible partie de cache-cache débute,
les paras profitent de toutes les opportunités. Certains, dans l'impossibilité de remplir leur mission, vont faire le choix d'installer des positions défensives. Ils doivent alors rassembler le peu de moyens disponibles et trouver des positions favorables. C'est le cas dans le village de Graigne, où 182 paras des 2 divisions décident de se barricader en attendant d'hypothétiques renforts. On peut considérer que le parachutage de la 82e et de la 101e, du fait de l'éparpillement, s'est pas bien passé. Comment les Allemands, eux, réagissent-ils ? C'est vrai que les heures de largage, le misdropping des paras a vraiment un problème dans un premier temps, quoi. Ils vont avoir vraiment du mal à se regrouper, mais ça a aussi une certaine vertu, c'est que ça va complètement perturber les Allemands, en plus des opérations de diversion. Il y a eu des opérations de diversion en plus du parachutage. Tout à fait, je te présente Rupert, donc un vétéran de l'opération Titanic, la composante aéroportée de l'opération de diversion alliée qui consistait à larguer des faux parachutistes. Ça c'est un faux parachutiste. Ça, c'est un faux parachutiste, c'était un mannequin rempli de papier et de paille qui était destiné à brûler avec des charges à retardement quand il arrivait au sol, qui simulait un parachute qui aurait brûlé comme un para qui l'aurait abandonné et qui rôderait quelque part autour pour fouler les Allemands. Les Allemands se sont mis à chercher Rupert là où il a été parachuté. Même s'ils ne les cherchaient pas, ils étaient tellement désorientés parce que ces opérations, c'était vraiment de simuler des drop zones bien au-delà des drop zones réelles. Celui-ci a été largué dans le secteur de Marigny. Il y a une autre DZ de l'autre côté de Saint-Lô, une DZ dans le secteur de Caen et même encore plus loin dans le secteur du Havre. Ça a réussi à tromper les Allemands. Alors ça, plus des commandos du SAS anglais qui, sur chacune des drop zones de ces fameux mannequins faux parachutistes, vont en plus diffuser avec des amplificateurs sonores des explosions, voire des jurons pour simuler aussi des batailles ailleurs. Ça, je suppose que ça marche au tout début. Les Allemands, ça leur fait perdre la tête, mais ils doivent se reprendre à un moment donné. Ils se rendent compte qu'on les attaque. Partout où les Américains sont au milieu des lignes allemandes, effectivement, il y aura des combats d'opportunité. Toutes les actions, tous les mouvements des parachutistes américains vont être contrés assez durement par les Allemands. Et ici, on est à la Fière, à l'ouest de Sainte-Mère-Église, c'est vraiment le meilleur exemple, quoi. Le pont de la Fière, ici, il aura fallu 3 attaques et la matinée du 6 juin au para-US pour pouvoir s'en emparer. Ensuite, traverser la chaussée de la Fière, atteindre la chapelle de Coquigny, où un autre groupe de para du 507 avait réussi à se regrouper. Mais pour autant, en 1 heure, ils vont reperdre la position. Les Allemands ripostent, l'artillerie commence à pilonner le secteur de Coquigny. Donc les Américains vont décrocher, ils vont rester en défensif sur Coquigny. Ils ont que des grenades et des armes individuelles à ce moment-là, ils n'ont pas aucun support. Et c'est la même chose plus au sud sur Chef du Pont, un seul canon allemand, quelques grenadiers derrière le pont, va tenir un groupe de 75 hommes pendant plusieurs jours. Ouais, en fait, les parachutistes se retrouvent esselés. Leur seul espoir, c'est que finalement, le débarquement se passe bien et que les troupes qui arrivent sur Utah puissent rompre les encerclements. Ouais, effectivement, c'est de pouvoir tenir le terrain, qui est les premières positions qu'ils ont conquises, mais ils ont besoin de support, besoin de renfort. 3 divisions allemandes tiennent le Cotentin. Parmi elles, la 709e, alignée en première défense le long de la côte. Cette division est constituée d'hommes âgés et de volontaires de l'Est, des Osttruppen, qui sont bien loin d'être des foudres de guerre. Si les 8000 hommes de la 91e division, positionnés au milieu des zones de parachutage américaines, sont beaucoup plus aguerris, un événement imprévu va venir perturber leur capacité de réaction. Au beau milieu de la nuit du 5 au 6 juin, le général Wilhelm Fallet quitte son QG, le château de Bernaville. Son véhicule roule vers la ferme de la minoterie. Le général Fallet a rendez-vous avec la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Régis ? Ici, la nuit du 5 au 6 juin 1944, le général Fallet, qui était parti donc à Rennes pour un Kriegspiel, un exercice stratégique, va rentrer de manière précipitée. En fait, il a les avions alliés qui encombrent le ciel. Il va décider de rentrer précipitamment à Picauville, revenir sur le terrain. Et quand il va rentrer ici, par contre, les parachutistes américains sont déjà tombés à peu près 1 heure auparavant. Il y a à peu près une dizaine ou une douzaine de paras autour du lieutenant Brannon du 508e régiment para de la 82e. Et donc quand la voiture du général va arriver dans cette petite route de campagne, ici même, il va tomber sur l'embuscade improvisée par les paras.
ramènent sur un travers de la route pour intimer l'ordre à la voiture de s'arrêter. Le chauffeur continue, les paras tirent tous en même temps. La voiture est criblée de balles et elle finit sa course ici contre le mur de la ferme de la minoterie. Exactement là. Exactement là. Le général est tué sur le coup. Le chauffeur essaie de sortir, il est fait prisonnier. Et le major Barthusa, son aide de camp, l'aide de camp de Falais, essaie de récupérer son pistolet, il est abattu. Une reconnaissance aérienne réalisée quelques jours plus tard ramène une série de clichés des alentours du château de Bernaville. Sur l'un d'entre eux apparaît un véhicule abandonné en travers d'une route de campagne juste à hauteur de la ferme de la minoterie. C'est la voiture du général Falais. Qu'est-ce que c'est ça, Régis? C'est l'enjoliveur de la voiture du général Falais, qui a été récupéré quelques dizaines d'années plus tard, là dans le fossé. Il était resté là? Dans le fossé. Tout ce temps. Ouais. Toujours très impressionnant d'avoir ce genre de témoignage d'un événement historique. L'enjoliveur de la Horche du général Falais. Ouais. La mort de Falais, c'est une grosse perte pour les Allemands à ce moment-là du débarquement. Oui, si on considère que la 80e Luftwaffe de division, dont il est le commandant, est la principale force allemande capable de réagir au débarquement, une fois qu'elle est décapitée, on comprend bien que les plans sont vraiment contrariés. Ils vont vraiment avoir du mal à réagir. Et Adolf Hitler, d'ailleurs, lui, n'est toujours pas au courant de ce qui se passe ici. L'histoire dit qu'il dort. À 4 heures du matin, le maréchal von Rundstedt demande au commandement suprême l'autorisation de déployer 2 divisions vers la côte. Il va attendre la réponse très longtemps, trop longtemps. Hitler vient à peine de se coucher au nid d'aigle de Berchtesgaden. Le Führer a écouté du Wagner une bonne partie de la nuit. Il a demandé expressément de n'être réveillé qu'à 9 heures du matin. Et personne ne va oser troubler son sommeil. Au moment même où le Führer entre dans son lit, au large des côtes normandes, le transbordement des unités d'assaut dans les barges de débarquement débute. Dans le ciel, surgit une nouvelle vague d'appareils. Les premiers renforts aérotransportés vont se lancer dans la bataille qui fait rage au sol. Entre 4h et 4h10 du matin, une centaine de planeurs se posent tant bien que mal dans l'obscurité. Ce sont ceux des opérations Chicago et Détroit. « 52 planeurs de la 82e se posent sur la LZW au sud de Sainte-Mère-Église, mais ne parviennent à débarquer que 8 canons anti-chars, 11 jeeps et 220 soldats, artilleurs, personnel des transmissions et de l'équipe de commandement de la division. 49 des 52 planeurs prévus de la 101e se posent sur la LZE, près de Yéville, apportant 155 hommes, 16 canons anti-chars de 57 mm, un petit bulldozer, une antenne chirurgicale et une Jeep radio avec une remorque équipée d'un poste SCR 199 permettant de communiquer avec l'Angleterre. Malheureusement, le général Dan Forrester Pratt, commandant en second de la 101e, meurt dans le crash de son planeur. C'est le premier officier supérieur allié à mourir en Normandie. À 4h30, von Rundstedt ordonne à la 12e Panzer-Division SS ainsi qu'à la Panzerlehr de se mettre immédiatement en route pour le Calvados. Furieux, le chef de l'état-major au commandement de la Wehrmacht, le général Alfred Jodl, annule l'ordre à 6h30. Il préfère attendre le réveil du Führer. À cette heure-là, Sainte-Mère-Église est déjà aux mains des paras américains de la 82e. Ils ont coupé le câble principal du téléphone militaire vers Cherbourg et établi des barrages routiers à l'est et au sud du bourg. Le parachutiste de la 101e, Robert Noudy, dont la photo prise dans la nuit du 5 au 6 juin fera la une de Air Force Magazine, a sauté sur Sainte-Mère-Église. Il avait 19 ans. Presque aussitôt, je suis tombé sur 2 gars de mon stick. Il y avait un gars pendu dans un arbre. Et donc ils ont décidé d'aller couper le parachute pour le faire descendre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé et le gars est tombé avec son harnais. Je ne sais pas comment ce gars a vécu ça à ce moment-là.
Nous avions reçu la consigne de ne pas charger nos armes tout de suite, de peur qu'on se tire les uns sur les autres. Mais nous devions tirer sur les Allemands. Et moi, j'ai tout de suite chargé mon arme. J'étais en fait derrière la maison du maire. J'ai oublié son nom maintenant, mais j'étais dans un champ juste derrière sa maison. On était, je dirais, 6 ou 7 gars quand on est arrivé sur la place de Sainte-Mère-Église. Nous sommes passés rapidement derrière l'église. Je n'ai pas vu de gars pendus au clocher ou ce genre de choses, mais ça a tiré quand même et quelques gars ont été touchés. Je me rappelle d'un gars, je me rappelle de son nom, il s'appelait Brown. Il était sur la gauche de l'église quand on arrive de face. Il y avait un mur là tout du long, je crois qu'il y est toujours. Le gars était planqué là et quand il nous a vus, il a dit « Je ne croyais pas que je m'en sortirais ». Il s'était fait aussi peur que nous en fait. Même si les contre-attaques menacent, depuis 4h30 du matin ce 6 juin 1944, la bannière étoilée flotte sur Sainte-Mère-Église. Le front de l'Ouest est ouvert. Régis, on connaît Sainte-Mère-Église grâce ou à cause du film Le jour le plus long, avec cet épisode à l'intérieur du film concernant John Steele qui reste accroché au clocher et qui voit ses camarades se faire massacrer. C'est devenu un petit peu un mythe, mais on oublie souvent que Sainte-Mère-Église était véritablement un des objectifs des troupes aéroportées américaines. C'est vrai que le cinéma, notre propre imagination, ont arrangé la vérité historique, mais Sainte-Mère, c'est vraiment un objectif principal, c'est l'objectif majeur pour les paras le jour J. C'est un carrefour à 6 routes, c'est par là que toutes les troupes, tous les renforts vont passer, au moins pour l'opération vers Cherbourg et d'autres batailles, le reste de la bataille de Normandie, quoi. C'est vraiment l'objectif primordial et on comprend mieux le symbole aujourd'hui. Et comment se passe véritablement la prise de Sainte-Mère-Église ? Sainte-Mère-Église, en fait, pendant le largage, c'est 3 sticks, 2 sticks de la 101e, un de la 82. C'est une cinquantaine de parachutistes qui sont largués par erreur au-dessus de Sainte-Mère. Il y en a une dizaine qui tombent sur le bourg. Et la prise de Sainte-Mère véritable, elle va intervenir avec 2 compagnies du 505 qui, eux, ont été largués correctement. C'est le meilleur largage du D-Day, en fait, juste au nord de Sainte-Mère. Ils vont entrer dans Sainte-Mère de manière relativement facile. À 4h30 du matin, ils ont nettoyé le bourg de Sainte-Mère. Il y a eu quelques échanges à la grenade essentiellement. Il y a 10 tués côté allemand, une trentaine de prisonniers. Et le but des Américains, là, des 360 paras qui rentrent dans Sainte-Mère, c'est de très vite installer des barrages sur toutes les sorties de Sainte-Mère-Église. Pour faire face aux contre-attaques allemandes. Exactement. Et dès l'aube, en fait, il est temps que le débarquement par mer intervienne, puisque tous les barrages sont sollicités, quoi. Tirs de mitrailleuses, mortiers, artillerie. Au sud de Sainte-Mère, on commence à percevoir des canons automoteurs et des chars qui commencent à préparer des contre-attaques. Ouais. Donc en fait, la complexité n'a pas été de prendre Sainte-Mère-Église, il faut la défendre et défendre ce point stratégique. Effectivement, c'était pas de la prendre, mais vraiment de la tenir ensuite, une fois qu'elle est investie rapidement, quoi. Encore une fois, à 4h30 du matin jusqu'à l'aube, les combats ont été vraiment rapides et les échanges vraiment sporadiques. À partir de 5h45 au large d'Utah, 18 navires de guerre dirigent leurs canons vers la côte et ouvrent le feu sur les fortifications du mur de l'Atlantique. À 6h10, le bombardement tactique des défenses de plage débute grâce notamment à 300 bombardiers moyens B-26 Marauder. Les courageux pilotes descendent sous le plafond nuageux et larguent leurs bombes à très basse altitude. Ils assurent l'un des bombardements les plus efficaces du jour J et ne perdent que 2 avions. Le débarquement sur les plages normandes débute à 6h30. À Utah Beach, les hommes sont lancés à 2 km au sud de leur objectif. Coup de chance, ils débarquent sur la zone de plage la moins fortifiée, bombardée depuis l'aube par 100 tonnes d'explosifs. 28 chars Sherman sont parvenus à atteindre le rivage.
À 8 heures, 4 bataillons, près de 1000 soldats de la 4e division d'infanterie sont déjà sur la plage. À l'intérieur des terres, les parachutistes de la 101e, qui ne tiennent pas les sorties de plage, se démènent pour faire taire les batteries d'artillerie disposées en 2e ligne de défense qu'ils viennent de découvrir autour de Sainte-Marie-du-Mont. Si les canons du hameau Germain ne sont pas en batterie et seront vite neutralisés, les paras vont devoir engager le combat à Brécourt et au Holdy, où ils doivent s'emparer de 8 obusiers Howitzer de 105 mm qui tirent sur la plage d'Utah. On the right. Okay. 30 caliber. MG, on me. Au Holdy, une cinquantaine d'Allemands défendent la position. Mais une poignée de paras américains intrépides décident tout de même de la prendre d'assaut. Jean-Noël Ferrolier a consacré 8 années de sa vie à une enquête incroyable. Il vit encore aujourd'hui dans la maison qui abritait les artilleurs allemands du Holdy, en réalité des Osttruppen, des soldats venus de l'Est. Il a reconstitué dans leurs moindres détails les combats des paras de la 101e pour s'emparer de la batterie. Jean-Noël, ici on n'est pas très loin de Sainte-Marie-du-Mont. C'était une zone de parachutage pour les Américains la nuit du 6 juin 1944. Alors oui, juste derrière Sainte-Marie-du-Mont, c'est la drop zone C. Et par accident, il y a quelques parachutistes qui vont tomber le long de la batterie du Holdy qui est juste derrière et qui vont littéralement se faire massacrer, quoi. Il y avait des objectifs particuliers pour les Américains dans cette zone-là? Alors oui, derrière Sainte-Marie-du-Mont, c'est sûr, il y a cette batterie du Holdy. Ils ne savent pas vraiment où elle est, ils l'ont située au Holdy. Elle peut être aussi sur la route de Brugeville. J'ai l'impression, quand tu m'en parles comme ça, qu'il y a une petite partie de cache-cache quand cette nuit du 6 juin a lieu. Les Américains ne savent pas forcément où ils sont parachutés, ils ont quand même des objectifs. Cette batterie du Holdy, c'est un des objectifs des forces américaines. Alors oui, c'est un des objectifs des forces américaines. Pourquoi? Parce que du Holdy, on peut tirer sur la plage d'Utah Beach. Donc c'est sûr que du Holdy, tu ne vois pas la plage d'Utah Beach, mais les régleurs de tir sont dans l'église de Sainte-Marie-du-Mont. Donc de l'église de Sainte-Marie-du-Mont, tu vois très bien la plage d'Utah Beach. C'est une batterie tellement discrète et invisible qu'en est vraiment peut-être plus dangereuse que les blocos pour le débarquement. Et la batterie est pas loin d'ici? La batterie est juste derrière la haie, là, je vais vous y emmener. Ah ben allons-y. Opération spéciale sur le Holdy. Ah, c'est vraiment prêt. Donc c'est ici que se trouvait la batterie. Alors Serge, voilà où se trouvait la batterie, juste dans le pré, là, et les canons sortaient exactement entre les arbres ici. Et ça descendait presque jusqu'aux 3/4 du champ. Il y en avait combien là? 4 canons type Howitzer, tirés par des Smichniers, des FAMO.
ces arbres y étaient. Hein. Quand on regarde les photos d'époque, ils sont un petit peu plus petits. C'est beaucoup plus dégagé parce qu'on a quand même une position d'artillerie. Les fossés sont propres. Mais vous avez les mêmes arbres, à part un ou deux que j'ai vus, que j'ai connus moi, mais qui sont tombés avec les tempêtes. Mais vous aviez voilà, tout le long comme ça. Alors vous aviez tout un système défensif, vous aviez des foxholes côté allemand, et vous aviez des tranchées comme celle-ci, vous voyez. Ah, ça c'est une tranchée en fait. Voilà. Vous retrouvez ça, vous retrouvez cette photo-là avec, sur les livres de Mark Bendall, l'historien américain, vous retrouvez cette photo-là où il y a Joe Piston, ce fameux para-américain qui est cité, où ils sont comme ça. Et là, vous aviez des soldats allemands morts. Si je vous dégage tout le fossé, vous êtes au même endroit que sur la photo. Ouais, on est vraiment dans une tranchée. Ouais. Donc là, on est vraiment sur le champ de bataille en fait. Là, on est vraiment sur le champ de bataille. Go, 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 go! Cette batterie, à 6 h du matin, elle est capturée. Elle ne pourra jamais tirer sur les plages d'Utah Beach. Ça signifie que finalement, les parachutistes, en faisant taire la batterie, ont certainement sauvé des vies sur Utah Beach, parce que sinon, ces canons auraient continué à tirer sur la plage. Ah bah c'est certain, ça c'est certain. Si la batterie avait pu tirer sur le débarquement, ça aurait occasionné des centaines de morts, ça c'est sûr et certain. Ouais. Dans le secteur de la Saint-Unième, l'écluse de la Barquette et les ponts de Brévent sont pris et tenus depuis le petit matin, malgré les contre-attaques allemandes. À midi, la première sortie de plage d'Utah Beach, non loin de Poupeville, tombe aux mains des parachutistes américains et le contact est établi avec des éléments de la 4e division d'infanterie débarqués le matin. En quelques heures, les 3 autres sorties, Oudienville, Audouville-la-Hubert, Saint-Martin-de-Vareville, sont sécurisées. Mais les Allemands tiennent toujours fermement le secteur de Saint-Côme-du-Mont et la route vers Carentan. La situation de la 82e est plus critique. Sainte-Mère-Église est occupée, mais sa défense est compliquée et l'établissement d'une tête de pont sur les 2 rives du Mer de Ré a échoué. De nombreuses unités sont isolées sur la rive ouest. En début d'après-midi, les 2e et 3e bataillons du 8e régiment d'infanterie quittent la plage d'Utah et gagnent l'intérieur des terres en empruntant les chaussées numéro 1 et 2. Appuyés par des chars Sherman, ils vont participer à la prise de Sainte-Marie-du-Mont.
Mais le 6 juin vers 16h, les Allemands contre-attaquent en direction du pont de la Fière. Les parachutistes de la 82e Airborne ont face à eux 200 grenadiers et les Panzers d'un bataillon blindé d'instruction équipés de chars de prise français, des Renault R-35 et des Hotchkiss H-39. Durant tout le début d'après-midi, les parachutistes sont sous le feu continu de l'artillerie. À 16h, 2 chars apparaissent sur la chaussée de la Fière. Un canon de 57 mm et 2 équipes de chasseurs de chars armés de bazookas les détruisent. Alors qu'un 3e char se rapproche dangereusement et menace la position américaine, 2 paras intrépides, pourtant à court de munitions, parviennent à le détruire également, stoppant ainsi la violente charge allemande. Ce scénario se reproduit partout. Les parachutistes ne lâchent rien. Malgré leur éparpillement, les hommes se regroupent, se retrouvent souvent avec ceux d'autres compagnies, d'autres régiments. Ceux de la 82e se mêlent parfois à ceux de la 101e. Les plus gradés assument le commandement de ces groupes disparates. Tous tentent d'accomplir leur mission, malgré leur infériorité numérique, le manque de matériel et de munitions. Lorsqu'ils ne parviennent pas à attaquer les points stratégiques, ces hommes minent les routes, montent des embuscades et établissent des points fortifiés que les Allemands s'échinent à tenter de réduire en les noyant sous un déluge de feu. Sur la colline 30, non loin de Picoville, 500 paras américains de la 82e vont demeurer assiégés pendant plusieurs jours, soumis continuellement au pilonnage des batteries allemandes. Il manque d'eau, de munitions, de plasma pour les blessés, mais ils tiendront pendant 5 jours. Au-delà du mythe et de la carte postale Sainte-Mère-Église, est-ce qu'on peut considérer que l'opération aéroportée américaine, au soir du 6 juin 1944, a été un succès? Si on reprend les objectifs un par un, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Secteur de la 101e, les ponts sur la Douve ne sont pas détruits, les Allemands sont toujours dans Saint-Côme-du-Mont, la 82e n'a pas réussi à faire sa tête de pont sur le Mer de Ray. Par contre, tu l'as évoqué, Sainte-Mère-Église est prise, est tenue, et surtout, toutes les chaussées, toutes les sorties de plage du Utah Beach sont prises, sont sécurisées, et donc ça va permettre un débarquement des troupes par mer qui va être dans des conditions vraiment favorables qu'ils n'auraient jamais pu avoir sans l'assaut aéroporté. Donc dans ce sens, évidemment, c'est un succès. Donc en fait, véritablement, les parachutistes ont constitué une première vague devant Utah Beach pour permettre la progression des troupes terrestres. C'est exactement ça. Les pertes ici sont comparables à Omaha, on l'a déjà évoqué, c'est 60% de pertes pour la 82e, 40% pour la 101e. On estime à 90% le matériel perdu pendant l'assaut, mais pour autant, les généraux para-américains, notamment dans la 82e, vont relever que l'action a été excellente. Le comportement de combat des paras a vraiment été très très bon. Ouais, ils ont véritablement montré ce qu'ils savaient faire. C'est ça, ils ont démontré que la doctrine para, l'enveloppement vertical, c'était la guerre moderne. C'était quelque chose de vraiment efficace pour arriver sur un front devant un débarquement. À 21h, ce 6 juin 1944, les Alliés lancent les opérations Keokuk et Elmira, l'envoi par planeur d'importants renforts qui vont considérablement augmenter la puissance de feu des parachutistes américains. Sur les plages, les opérations se poursuivent. Sur Utah, en fin de journée, plus de 23 000 hommes, 1700 véhicules de combat et 1695 tonnes d'approvisionnement ont été débarqués. À minuit, ce 6 juin 1944, la tête de pont est bel et bien installée à Utah Beach. Mais les voies vers Saint-Sauveur-le-Vicomte à l'ouest et Carentan au sud pour réaliser la coupure du Cotentin et la jonction avec les troupes débarquées à Omaha restent à conquérir. Les têtes de pont espérées se résument à d'importantes poches de paras encore isolées. 2 groupes sont séparés de chaque côté d'Anfreville. Un groupe occupe la colline 30, entre Picoville et Chef-du-Pont. Des éléments face à Brévent et autour de la Barquette demeurent menacés par les Allemands tenant la hauteur de Saint-Côme-du-Mont. Et bien plus au sud, loin de tout objectif, les paras perdus de 2 régiments sont retranchés à Graignes.
Les divisions parachutistes américaines ont payé un lourd tribut ce 6 juin 1944. 2500 paras ont été tués ou blessés. La 101e a perdu 40% de ses effectifs, la 82e 60%, dont beaucoup, au soir du 6 juin, sont encore perdus ou isolés dans la campagne normande. La population les aide comme elle peut. Certains parachutistes égarés vont errer pendant de longs jours, d'autres ne seront jamais retrouvés car les renforts allemands arrivent. Le dimanche 11 juin 1944 à l'aube, les 182 parachutistes américains retranchés dans le village de Graigne sont assaillis par 2000 grenadiers de la 17e Panzer Division SS. Un premier assaut est repoussé. Les combats se poursuivent toute la journée. À la nuit tombée, les Américains submergés rompent le combat et se replient dans le désordre. Ils laissent leurs blessés derrière eux et les habitants du village qui n'ont pas fui. Les représailles sur la population civile qui a soutenu ces libérateurs vont être terribles. Le village est mis à sac, puis incendié. Les Waffen-SS exécutent les survivants. 32 civils et au moins une cinquantaine de soldats américains vont périr. Les autres ont réussi à s'enfuir, mais l'attitude des SS en dit long sur leur état d'esprit. Ils se battront jusqu'au bout. Débutés sur les plages et dans le bocage, les combats pour libérer la France et l'Europe ne font que commencer. Les paras de la 82e et de la 101e Airborne n'ont pas fini de se battre. Ils vont participer à bien d'autres batailles. Ils seront de tous les combats en septembre 1944 à Arnhem en Hollande, en décembre de la même année à Bastogne en Belgique. En ce mois de juin 1944, la bataille de Normandie débute. La Seconde Guerre mondiale est bien loin d'être terminée. Les anges de la victoire viennent d'ouvrir la voie.